Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette troisième table ronde consacrée à la société face au conflit. Vous connaissez peut-être la phrase de Marx: « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes ». C'était en 1848. Et si aujourd'hui le spectre de Marx revenait hanter l'Hexagone, nul doute qu'il verrait la montée des populismes, les manifestations des Gilets jaunes et les mouvements contre la réforme des retraites comme l'expression de cette lutte des classes qu'il avait diagnostiquée au milieu du XIXe siècle. Mais le capitalisme d'aujourd'hui est-il celui d'hier ? Nous ouvrons le débat sous le regard de Descartes et Pascal dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en compagnie de nos 4 invités. Bonjour Dominique Méda. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris-Dauphine et votre dernier ouvrage s'intéresse aux nouveaux travailleurs des applications, un ouvrage collectif paru au PUF. À vos côtés, Nicolas Bavray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste et économiste et vous avez publié cette année l'Alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire. Également avec nous, Philippe Askenazi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de Partager les richesses, votre dernier essai publié chez Odile Jacob. Et enfin, Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à Sorbonne Université. Et votre dernier ouvrage porte, lui, sur les populismes. Le pluriel est important. Dictionnaire des populismes, paru aux éditions du CERF. Un grand merci à tous les 4 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, posons la question d'emblée. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un retour de la lutte des classes, Dominique Méda ? La question est brutale. Donc oui, je dirais oui. Je voudrais juste rappeler que pendant un certain nombre d'années, dans les années 80 et 90, on a plus ou moins abandonné et la notion de lutte des classes et celle aussi de classe sociale. L'idée, c'était qu'on allait assister à une moyennisation de la société, que la classe moyenne allait se développer et allait mordre finalement sur les classes supérieures, qu'on dit supérieures, et les classes populaires, et que finalement tout ça allait s'étendre et puis que c'était trop compliqué de parler de classe sociale. Bon, et puis peu à peu, cette thématique est revenue. Peut-être deux références. Un article important de Louis Chauvel en 2001, intitulé justement « Le retour des classes sociales », qui montre que malgré tous les discours, on a encore des classes sociales très, très, très différentes. Et puis un très beau numéro de la revue Savoir Agir sur, là encore, le retour des classes sociales et le fait que, oui, on assiste à un retour de la lutte des classes, pas tout à fait comme avant, pas à la sauce Marx, je dirais, c'est-à-dire la classe bourgeoise versus le prolétariat, mais plus sous la forme les élites. Alors on pourrait revenir sur ce terme parce que élite, il y a une confusion sur le terme, élite versus peuple. Une lutte des classes, selon vous, Philippe Askenazi, qui serait aujourd'hui visible à travers les manifestations qu'on peut constater, que ce soit la réforme des retraites, la crise des Gilets jaunes ? Alors je dirais pas nécessairement. Pour rebondir sur les propos de Dominique Méda, pour moi la lutte des classes ne s'est jamais éteinte. Elle s'est plutôt transformée fondamentalement dans le sens que depuis au moins une quarantaine d'années, la classe au sens d'une capacité de conscience de classe, c'est plutôt celle, alors je ne sais pas s'il faut employer le mot d'élite, mais en tout cas des capitalistes, de ceux qui sont propriétaires, ceux qui sont en situation dominante, qui ont une conscience d'appartenir à la même classe, qui mettent leurs enfants dans les mêmes types d'écoles, qui ont finalement essayent de construire les mêmes types de parcours et qui cherchent à influencer, c'est pour ça que je parle de lutte des classes, qui cherchent à influencer la construction politique au détriment du reste de la population, que ce soit notamment en utilisant l'arme du droit, le droit fiscal, le droit de la propriété, le droit commercial, le droit du travail, en quelque sorte en inversant ce que l'on peut appeler les acquis sociaux. Donc la problématique aujourd'hui est de savoir si on se retrouve dans une situation où, alors je ne sais pas s'il faut parler du peuple, en tout cas l'autre population, voilà, celle qui n'est pas en capacité de s'identifier, est bien en train, à travers les mouvements que l'on voit aujourd'hui, de recomposer une forme de conscience, alors il faut voir deux classes avec un pluriel ou pas, à travers les mouvements que l'on voit aujourd'hui. J'en suis pas totalement convaincu. Olivier Dard, est-ce que vous parleriez, vous, d'un retour de la lutte des classes ou d'une lutte des classes qui, comme Philippe Askenazi, finalement n'avait jamais disparu ? Oui, enfin, je crois que de toute façon, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on va appeler les classes, avec peut-être comme premier postulat, me semble-t-il, que les classes sociales existent, de toute façon. Bon, simplement, il faut s'entendre effectivement sur ce dont on parle, parce que
le schéma, effectivement, de Marx, prolétariat, bourgeoisie, est évidemment aujourd'hui éloigné. Le capitalisme a évidemment changé, même si il est quand même très frappant de constater que certains essayistes ou spécialistes des sondages, en particulier Jérôme Sainte-Marie, peuvent utiliser le 18 Brumaire de Bonaparte de Marx pour expliquer qu'il existe un bloc populaire et un bloc élitaire. Et de ce point de vue, je rebondis sur ce qui était dit à propos des élites. Je crois qu'il y a effectivement un élément très important qui renvoie aux mutations des élites, et en particulier en France. Ces élites ont changé depuis un certain nombre de décennies, c'est certain. Et j'ajouterais un autre élément qui pose la question des classes moyennes. Des classes moyennes et de ce que l'on peut considérer comme des formes de déclassement. Alors vous parliez de Louis Chauvel. Louis Chauvel est plutôt favorable à cette idée, d'autres sociologues le sont moins, mais je crois que dans les temps qui nous occupent, la question du devenir de ces classes moyennes est absolument essentielle dans cette lutte des classes. On a pu penser que justement l'existence d'une classe moyenne avait mis fin à cette lutte des classes. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Bavret ? Quand on regarde le concept de lutte des classes chez Marx, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce sont des classes sociales qui structurent la société, et ensuite, c'est le moteur de l'histoire avec cet affrontement qui débouche sur la Révolution et théoriquement l'établissement de la société sans classe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est incontestable qu'on est dans des sociétés qui se polarisent. C'est vrai à l'intérieur des nations, des individus, des entreprises d'ailleurs, et puis des territoires. C'est vrai aussi dans la société internationale. Mais c'est vrai que je ne suis pas certain que ça renvoie vraiment à la lutte des classes telle que, en tout cas, la définissait Marx. Pourquoi ? Parce que, et je pense, moi je défendrais qu'on est plutôt dans le monde de Tocqueville que dans le monde de Marx, pour deux raisons. La première raison pour Tocqueville, c'est que lui a bien montré que la démocratie dépendait des classes moyennes. Et à mon avis, c'est vrai qu'il y a peut-être cette conscience de classe chez des super élites, mais je crois que le mouvement fondamental auquel nous assistons aujourd'hui, c'est l'effondrement de la classe moyenne. Et donc ça ne se joue pas évidemment en termes de bourgeoisie ou prolétariat, mais même ça ne se joue pas tellement en termes d'une classe, mais c'est plutôt cet effondrement, et cet effondrement par l'individualisme d'un côté, le communautarisme, et puis les passions collectives de l'autre, c'est ce qui crée l'espace pour le populisme. Quant à la lutte des classes comme moteur de l'histoire, je crois que ça n'est pas le cas non plus, qu'aujourd'hui il y a des révolutions dans le monde, mais ce ne sont pas des révolutions qui sont liées à la lutte des classes. C'est là où Tocqueville aussi nous parle, c'est que il a expliqué que les passions politiques les plus puissantes, c'était le nationalisme et la religion, et les révolutions d'aujourd'hui, elles sont avant tout guidées par le nationalisme et la religion. Alors, ensuite, comme je l'ai dit, dans les problèmes des démocraties, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes majeurs d'inégalité et de revenus, mais elles sont aussi beaucoup plus complexes parce qu'elles se jouent aussi en termes d'accès aux services publics, elles se jouent en termes de génération, elles se jouent en termes de communauté, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais voilà pourquoi je pense que même si nous sommes dans un monde de hiérarchie, d'inégalité et de polarisation, ça n'est pas un monde qui peut être ni expliqué, ni compris, ni guidé par la lutte des classes. On peut se demander tout de même, effectivement, si les protestations auxquelles on a fait face ces derniers mois étaient liées à une protestation contre les écarts économiques grandissants, Dominique Méda, ou alors contre le recul des services publics. Vous parleriez, vous aussi, d'un effondrement de la classe moyenne ? Alors justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir sur les propos de Nicolas Bavrez, parce qu'on a quand même aujourd'hui des travaux, je pense à un article de Thomas Amossé dans la revue que je citais tout à l'heure, on a des travaux qui nous montrent que finalement la classe moyenne, elle n'a pas du tout bougé en volume depuis une trentaine d'années. Elle représente à peu près un tiers des actifs, et ce qui a bougé, c'est de part et d'autre de cette classe moyenne, c'est-à-dire en bas des classes populaires en déclin, notamment la classe ouvrière, et puis des classes populaires qui ont beaucoup changé et qui s'en sont pris, je vais y revenir quand même plein la figure depuis, là encore, depuis une trentaine d'années, toutes les réformes néolibérales, et de l'autre côté, des classes supérieures qui se sont aussi relativement rendues plus hétérogènes, avec notamment le fameux 1% qui gagne des sommes astronomiques et dont les revenus et les patrimoines sont de plus en plus élevés dans des conditions complètement irraisonnables, quoi. Et donc, on a une sorte d'opposition extrêmement forte entre
je dirais, l'effondrement des classes populaires, la précarisation, le déclassement d'une fraction des classes populaires d'un côté, et de l'autre côté, ces élites, là encore, j'aime pas ce terme, mais tout en haut. Donc on a un processus comme ça d'éloignement du haut et du bas qui est extrêmement fort et qui, à mon avis, est à l'origine, c'est d'ailleurs ce qui se disait dans les manifestations des Gilets jaunes, hein, qui est à l'origine de ce sentiment énorme d'injustice qui était clamé dans la rue. Un sentiment d'injustice lié peut-être à l'attachement à la protection sociale, aux services publics, Philippe Askenazi, et aussi une protestation liée à la stagnation des revenus pour la classe moyenne. Oui, alors si on revient sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est un petit peu tôt encore aujourd'hui pour véritablement en avoir une analyse approfondie. Mais il se joue très très clairement un sentiment d'abandon, mais qui est plus qu'un sentiment. C'est un abandon de certains territoires en termes d'accès aux services publics, même en termes de ce qui était la promesse. Je pense que le fait que ça soit arrivé lors du quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est arrivé avec la promesse d'égalité des chances, égalité d'opportunités, etc. Or, cette égalité, elle ne peut être une des conditions nécessaires, mais pas suffisante. C'est effectivement un accès aux services publics, d'éducation, de santé pour l'ensemble de la population. Or, on a eu un mouvement de continuation de la dégradation de cet accès. Vous n'avez qu'à voir, et ça s'est même stigmatisé d'une certaine manière avec Paris et le reste de la France. J'irai jusque-là, et qui se justifie là aussi, lorsqu'on voit l'amélioration finalement de l'offre à Paris, que ce soit sur ce que les économistes appellent les aménités, l'offre muséale, de santé, etc. C'est très très impressionnant, et on a une France qui est devenue territorialement plus inégalitaire. Est-ce qu'elle est là, la nouvelle lutte des classes? Alors, entre cette France périphérique dont parlait Christophe Guilluy et cette France urbaine? Vous voyez bien dans cela, lorsqu'on parle de territoire, il n'y a pas véritablement l'aspect classe, il n'y a pas ce qu'a pu essayer de décrire Dominique Béda, un prolétariat, une classe moyenne, etc. Sur ces ronds-points, il semble s'être retrouvé en même temps des populations qui appartiennent à des classes différentes. On avait aussi autant des chômeurs que des entrepreneurs, des petits patrons qui sont pas nécessairement, qu'on peut pas mettre dans une catégorie déclassée ou qui étaient lâchés. Et donc c'est plutôt, je pense, d'une certaine manière, le signal qu'on n'est pas encore aujourd'hui à une renaissance de la lutte des classes au sens marxiste du terme, enfin pour simplifier, en tout cas d'une reconnaissance de ce que seraient les 99%, et je pense que même le fait d'employer le mot 99% ne convient pas, c'est-à-dire qu'on identifie les personnes à travers juste un aspect de revenu, alors que créer une conscience de classe est nettement plus complexe, il faut avancer plusieurs dimensions, et donc cette absence finalement de conscience de classe, c'est aussi le miroir d'une offre politique qui est dans l'incapacité aujourd'hui de recréer ce que le socialisme avait su mettre en avant au 19e et la première moitié du 20e siècle. Olivier Dard, vous parleriez vous aussi d'une absence de conscience de classe, notamment dans ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, non, je crois que c'est pas la clé de l'explication, effectivement. En revanche, il y a effectivement à travers ce mouvement des Gilets jaunes, d'une part, l'expression d'un malaise territorial qui est tout à fait évident. Je crois que la formule bien connue de la France périphérique a toute sa raison d'être, qu'elle a été ressentie comme telle, en particulier parce que quand on parle des Gilets jaunes, il faut voir de qui on parle et de quand on en parle. Quand je parle des Gilets jaunes, je parle au fond des débuts du mouvement de novembre 2018. Après, les choses vont évidemment évoluer. Mais je crois que c'est un élément tout à fait important et que, à travers effectivement ce qu'expriment les Gilets jaunes, il y a pour une part un certain nombre de revendications de type socio-économique, liées en particulier à la question du service public, au sentiment d'être abandonné, etc., etc. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un certain nombre d'éléments liés à un souci, en quelque sorte, d'identité. Et je crois qu'il faut absolument avoir ça à l'esprit, vouloir continuer à affirmer une certaine identité, affirmer un certain mode de vie,
que l'on considère du côté de la périphérie que, effectivement, les élites seraient en train de mettre à bas. Et de ce point de vue, je crois que dans ce mouvement des Gilets jaunes et dans son rapport avec les élites, il y a l'existence de ce que Christopher Lasch avait défini en son temps comme une forme de sécession des élites. Et je crois que là, il y a quelque chose d'absolument essentiel, posant évidemment deux autres questions. La première, c'est celle de savoir, au fond, ces Gilets jaunes, par qui, comment peuvent-ils être représentés? Et ce qui est très frappant, c'est que ce mouvement n'a été représenté en réalité par personne et que les forces politiques ou syndicales ont été très mal à l'aise face à ce mouvement. Et deuxième élément, bien entendu, lié au premier, c'est le débouché politique qu'auraient pu avoir ces Gilets jaunes. Et évidemment, la réponse est claire, il n'y en a eu aucun. On l'a vu aux européennes, lorsqu'il s'est agi de constituer des listes Gilets jaunes, le résultat a été inexistant. Mais les protestations des Gilets jaunes avaient des origines socio-économiques sans doute plus anciennes. Nicolas Bavray, l'explosion des inégalités est plus ancienne que cela. On peut remonter à la crise de 2008. On peut remonter même avant. La France est un cas qui est particulier, mais il y a quand même des traits communs. Sur la crise des classes moyennes, elle est bien réelle, puisque, alors c'est vrai que généralement, on les définit par rapport aux revenus médians, mais dans les pays développés, elle représentait 75% de la population. Et en fait, il y a pratiquement 10% de ces 75% qui ont été déclassés. Donc, le sentiment, là encore, de déclassement correspond à une réalité. Et par exemple, aux États-Unis, c'est quand même très spectaculaire de voir la baisse de l'espérance de vie pour une partie, et de manière très sévère, pour une partie des gens qui appartenaient à la classe moyenne. Donc, cette crise, elle est tout à fait réelle. Comment on l'explique ? Sur le plan économique, les choses sont tout à fait claires. C'est pour ça que ça ne date pas de 2008. C'est qu'il est bien certain que ça correspond au capitalisme dans sa version mondialisée et libérale qui a commencé à la fin des années 70, en 79, avec les réformes Thatcher-Reagan, la désinflation, et par ailleurs ensuite l'ouverture des frontières et un libre-échange non régulé qui a permis à la Chine de rentrer à l'OMC sans appliquer aucune des règles applicables normalement dans une économie de marché. Là-dessus, vous serez tous à peu près d'accord. Ça a provoqué, grosso modo, pour être très simple, la stagnation des revenus pour une majorité de la population des pays développés. Et par ailleurs, un accroissement très fort des inégalités. Alors, beaucoup plus aux États-Unis, pas tellement en France, mais néanmoins de manière à être ressentie. Donc ça, c'est la dimension économique et sociale. Il ne faut pas sous-estimer, comme vous l'avez dit, et ça, je pense que c'est ça la spécificité de 2008, c'est que le krach de 2008 a fait qu'il a fallu mettre en place un plan keynésien à l'échelle du monde, et pour aller vite, on a sauvé les banques et le secteur financier, mais on a perdu les citoyens. Et on a là une crise qui est proprement politique, celle-là, qui est une crise de désengagement des citoyens, avec à la fois un sentiment de perte d'identité, les inquiétudes sur l'islam et l'immigration, les inquiétudes sur la montée de la Chine et l'idée que la classe politique est impuissante et que la démocratie représentative est bloquée. Ça, c'est la partie proprement politique et elle, je pense qu'elle est directement liée au krach. Et vous voyez, c'est cette séquence-là qui, me semble-t-il, permet d'expliquer aujourd'hui ce qui se passe. Et ensuite, un dernier mot sur la traduction politique, c'est que, évidemment, la première traduction, c'est que ça a ouvert un espace formidable aux populistes, surtout à l'extrême droite, parce qu'on est dans une période de déflation et quand on lamine les classes moyennes et qu'on fait de la déflation, on crée de l'extrême droite, marginalement à l'extrême gauche, et de temps en temps, donc par exemple, évidemment, on pense à Trump et à d'autres. On va venir au populisme. Il y a un pays qui est intéressant, parce qu'il était très clivé, qui est le Royaume-Uni, où les conservateurs, façon Boris Johnson, qui est un populiste, mais façon conservateur, a réussi à récupérer
et comme les conservateurs britanniques l'ont souvent fait, a complètement changé le logiciel du conservatisme britannique pour récupérer la protestation, notamment du nord de l'Angleterre. Dominique Méda, vous serez d'accord pour dire que le capitalisme mondialisé, financiarisé, a entraîné peut-être une aggravation des inégalités depuis la fin des années 70. En revanche, vous serez peut-être moins d'accord sur les réponses qui ont été apportées depuis. Oui, exactement. J'étais en effet d'accord avec le début de la séquence que raconte Nicolas Bavrez et l'importance de la crise de 2008. Mais il ne faut pas oublier après comment on a répondu à cette crise de 2008, c'est-à-dire par des politiques d'austérité, par une obsession de l'équilibre budgétaire, par des politiques monétaires non accommodantes, notamment en Europe, qui ont fait rechuter les pays européens et notamment la France en 2010-2011. Et puis, je dirais, un ensemble de politiques à partir de ce moment-là, et puis plus encore depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, un ensemble de politiques qui se sont acharnées sur de faux éléments, sur de fausses réponse, c'est-à-dire on s'est acharné sur le code du travail, c'est ce que disait Philippe Askenazi tout à l'heure, les réformes d'abord El Khomri, puis ensuite sur les ordonnances travail, qui consistent en fait à faciliter le licenciement, comme si les problèmes qu'on avait venaient du fait qu'on ne pouvait pas se séparer des salariés. Et plus récemment sur l'assurance chômage. Et sur l'assurance chômage, extraordinairement punitive. Donc, si vous voulez, on a répondu en continuant à rendre notre modèle social infiniment moins protecteur pour une série de personnes. Et c'est là qu'on se retrouve, en effet, avec ces fameuses, alors je disais fractions des classes populaires, parce que quand Nicolas Bavrez dit qu'il y a 75% de classes moyennes, je crois qu'on ne peut pas dire ça, ne serait-ce que parce qu'il y a 50% encore aujourd'hui de classes populaires, c'est-à-dire employés plus ouvriers. Alors ça dépend évidemment où vous rangez les employés. Nicolas Bavrez, vous vouliez réagir? Juste un mot pour dire que sur la politique économique conduite dans la zone euro, je suis absolument d'accord, elle a été tout à fait mauvaise. Et ce que je disais, on a rajouté de la déflation. Mais c'est là où on voit que ça n'est pas la seule explication. C'est que pour le coup, les États-Unis, ils ont créé la crise, mais ils ont eu une politique beaucoup plus intelligente. Et eux ont fait de la relance budgétaire et de l'accommodement monétaire. Et néanmoins, on a eu Donald Trump. Les Britanniques aussi ont fait une large politique de déficit budgétaire. Et néanmoins, il y a eu le vote du Brexit. Donc, si vous voulez, c'est là que ça montre la complexité de ce qui se passe. L'erreur du réglage macroéconomique de la zone euro, elle est parfaitement vraie. Mais c'est pas ça qui suffit à expliquer, puisque d'autres qui ont conduit des politiques qui étaient beaucoup plus raisonnables se retrouvent avec des problèmes au moins équivalents. Olivier Dard, quel regard vous portez justement sur cette montée des populismes, vous qui avez consacré un ouvrage, et sur les facteurs qui ont contribué, par exemple, à l'élection d'un Donald Trump? Oui, alors on ne va pas rentrer peut-être dans le détail de ce qu'est le populisme. Je ne suis pas sûr que l'étiquette, si vous voulez, populiste, soit forcément adaptée pour parler de Donald Trump, de Bolsonaro et autres. Bon, mais je dirais, cela étant, que ce qui me paraît peut-être le plus important, c'est d'avoir à l'esprit que Trump, dans son cas, mais d'autres, et l'exemple de Johnson est de ce point de vue-là tout à fait intéressant, ont pu utiliser un discours qui se voulait à la fois, au moins verbalement, un discours protecteur et un discours de critique vis-à-vis des élites. Et quant à Johnson, c'est effectivement extrêmement intéressant parce qu'on a ici une très vieille tradition du conservatisme britannique. Je crois que, je ne veux pas jouer l'historien de service, mais que je suis, mais vous êtes là pour ça. il est quand même important de ne pas avoir, j'allais dire, les yeux uniquement rivés sur le présent, mais justement de regarder les choses avec de la perspective. Et en l'occurrence, par rapport au conservatisme britannique, de ce point de vue, ce que fait Johnson n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait en son temps Benjamin Disraeli en 1867 en élargissant le droit de vote aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, c'est-à-dire au fond jouer la carte des masses. Et j'emploie volontairement ce mot masse parce qu'aujourd'hui on ne l'emploie plus et je crois que c'est un élément tout à fait déterminant, me semble-t-il, de la distorsion qui existe en termes de représentation entre élite et peuple. La question qui se pose aujourd'hui, à mon avis, elle peut, non pas être résumée, ce serait évidemment trop schématique, mais au moins être posée dans les termes suivants. Pourquoi, au fond, lorsque on observe la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, la démocratie libérale va être, au fond, le régime politique qui va permettre l'intégration des masses
et ce, dans l'ensemble des pays européens, y compris d'ailleurs aux États-Unis, où la participation électorale est encore importante. Et pourquoi aujourd'hui, finalement, cette démocratie libérale s'avère au fond de plus en plus en difficulté pour intégrer les masses, ne serait-ce qu'à travers quand même un élément qui est particulièrement préoccupant, qui est la question de la participation électorale. Et je crois que c'est sans doute à un siècle de distance quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel. Nous n'en sommes pas à la première crise économique, nous n'en sommes pas au premier épisode de l'opposition entre peuple et élite, mais il s'avère que, me semble-t-il aujourd'hui, la démocratie libérale telle qu'elle fonctionne ne parvient plus à jouer le rôle qu'elle a joué en son temps, ce qui pose évidemment peut-être question quant à la nécessité de la transformer à un certain nombre d'égards. Ces mouvements populistes, qu'il est évidemment extrêmement difficile de définir, s'appuient en tout cas sur les difficultés croissantes à trouver un emploi ou à en vivre. C'est le phénomène des travailleurs pauvres. Ces difficultés qui sont liées à la polarisation du monde du travail, Philippe Askenazy, comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette polarisation entre des emplois faiblement qualifiés et des emplois extrêmement qualifiés? Alors, personnellement, je suis totalement opposé à l'idée de polarisation. Donc, je vais plutôt développer. Ce qu'on voit, c'est une polarisation des revenus du travail. Effectivement, il y a des populations qui voient leurs revenus stagner, et cela dans tous les pays avancés, voire leurs revenus décliner, et y compris en France. C'est-à-dire que même si on a le salaire minimum, lorsqu'on regarde les revenus dans l'année, compte tenu des mécanismes de précarisation, compte tenu du fait que maintenant on est auto-entrepreneur pauvre, eh bien on a donc c'est toute une partie de la population, mettons un tiers du monde du travail, qui voit ses revenus éroder au fil des années. Et effectivement, des revenus qui, au contraire, augmente sur une population extrême. Mais alors, comment une augmentation des revenus ne signifie pas qu'on a une polarisation des emplois dits peu qualifiés, fortement qualifiés. Au contraire, ce que l'on voit, et cela dans l'ensemble des pays, c'est que le niveau de qualification et d'exigence professionnelle n'a cessé de croître pour toutes les populations. Ceux que l'on dit être aujourd'hui peu qualifiés, avec faible revenu, etc., sont largement plus diplômés qu'il y a une trentaine d'années. Vous avez qu'à voir, vous allez dans un bistrot parisien, vous allez avoir un serveur qui sait parler plusieurs langues, qui en fait utilise des technologies de l'information et de la communication pour passer des commandes, etc. Il y a nettement plus de compétences. Mais parce qu'il y a une inadéquation entre les diplômes et le marché du travail. Non, absolument pas. Même on utilise justement, ce sont des personnes diplômées et on utilise leur diplôme. Justement, le fait qu'ils soient éduqués, qu'ils aient appris plusieurs langues, etc., est utilisé. Sans qu'il y ait des salaires qui aillent avec. Sans qu'il y ait des salaires. Et c'est là où se pose le problème. C'est le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on construit une des forces, en quelque sorte, du capitalisme d'aujourd'hui, est d'avoir su construire un récit naturalisant ces inégalités, en disant il y a ceux qui sont peu qualifiés, qui ne sont pas touchés par les technologies, qui n'ont pas de talent, etc. Et en fait, on naturalise le fait qu'il y ait une part importante de la population qui se retrouve dominée par une part restreinte. Et donc, vous voyez, lorsqu'on retourne le discours comme cela, en fait, la classe moyenne n'a pas disparu. La seule chose, c'est qu'elle a perdu son revenu. Elle est toujours présente, elle est même encore plus présente qu'auparavant, encore plus diplômée. Et c'est là où, ensuite, se joue pour le capitalisme un problème existentiel, compte tenu de ce manque de reconnaissance pour une grande partie de la population qui fait des efforts, qui travaille de plus en plus, qui est de plus en plus diplômée. Il faut trouver une voie politique de sortie, et cette voie politique pour cette population, eh bien, elle est construite, que ce soit par les populistes ou par ceux qu'on qualifie comme non populistes, mais qui sont dans le monde conservateur, à travers deux éléments qui sont agités, les questions religieuses, les questions d'immigration, et puis l'autre aspect, c'est le recours à l'autoritarisme. Et je suis désolé, lorsqu'on regarde Donald Trump, le point commun entre Macron, Donald Trump et Boris Johnson, c'est l'autoritarisme. Donald Trump est autoritaire, Macron serre la vis une à une, même à travers un régime de plus en plus policier, et Boris Johnson, on avait vu dès son arrivée, la première chose qu'il avait fait, c'était de museler le Parlement, d'essayer de museler le Parlement. On va faire réagir Nicolas Bavray sur cette question et sur effectivement cette différence entre cette montée des qualifications et ces salaires qui, eux, n'augmentent pas. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait clair. Donc,
La caractéristique de ce qu'on vit, c'est que la démocratie est un régime fragile, mortel et vulnérable, et qu'elle meurt le plus souvent de l'intérieur. Quand est-ce qu'elle est particulièrement vulnérable? Quand on a à la fois un grand changement du capitalisme et puis une configuration géopolitique qui bascule. Ça, on l'a eu en 1848, on l'a eu à la fin du 19e, on l'a eu dans les années 30 et on l'a de nouveau aujourd'hui, avec un capitalisme qui doit répondre à la révolution technologique et par ailleurs à la transition écologique et qui, pour l'instant, peine à accompagner ces deux évolutions. Par ailleurs, l'arrivée de la Chine, une configuration géopolitique complètement neuve. Donc, le populisme derrière, j'ai rappelé dans quel contexte il est né et pourquoi il y a des causes économiques et des causes politiques. Ce qui me semble important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'on comprend mal ces populismes et je pense qu'on réagit mal pour deux raisons. La première, c'est que le populisme repose sur des faits qui sont réels. Quand les populistes dénoncent les problèmes de revenus, les problèmes d'inégalité, les problèmes culturels et identitaires, la montée de la violence, le désordre international, tout ça est vrai. Et donc, si on est dans la dénonciation morale, on rate le coche parce qu'il faut répondre à ces problèmes, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Mais est-ce que cette situation est liée aux politiques néolibérales telles qu'elles sont menées, par exemple, en France? Non, mais les politiques néolibérales, elles relèvent du passé. Il faut être clair, d'un point de vue historique, le cycle de la mondialisation libérale, il a commencé en 1979, mais il s'est terminé en 2008. Alors évidemment, il suffit de regarder le protectionnisme, si vous voulez, quand aujourd'hui on était dans un monde avec des échanges ouverts, quand aux États-Unis, les droits de douane sont passés de 3 à 20% en l'espace de... Donc, on peut ensuite parler de... Et comme je vous le redis, regardez par exemple, en matière de dépenses publiques aujourd'hui et de dette publique, tout le monde s'en fout. Il faut être clair. Regardez aux États-Unis, 1 000 milliards de déficit budgétaire, la dette explose. Regardez ce que fait Boris Johnson. Les critères de Maastricht sont encore relativement respectés. Non, la preuve, si vous voulez, même la France... 3,5% enfin, la France ne les respecte pas aujourd'hui. Mais si vous voulez, je pense qu'on se bat là devant des chimères et qu'on ne voit pas le retournement du monde tel qu'il est. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, qui est très importante, parce qu'elle touche à ce qui était dit par Philippe Askenazy sur le problème qui, pour moi, est le problème fondamental, qui est celui de la liberté politique. Parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et de fait, là où il faut prendre les populistes au sérieux, c'est que derrière, ils ne sont pas seulement des gens protestataires, ce sont des gens qui portent un projet. Ce projet, c'est celui de la démocratie illibérale, qui est effectivement illibérale, mais qui n'est plus du tout démocratique, et qui passe par ce qu'on a vu en Hongrie, c'est-à-dire le grignotage, un peu comme dans les années 30, avec la suppression progressive de l'état de droit, la mise sous contrôle de l'université, des médias, d'un certain nombre d'entreprises, le contrôle de la société, l'organisation d'une guerre civile permanente, et finalement, il reste une élection vidée beaucoup de son sens et qui renouvelle éternellement un homme fort, et on a vidé la liberté et la démocratie de sa substance. Je voudrais faire réagir simplement Dominique Moëda à cette question de la politique néolibérale et à cette question de la dette notamment. Sur la dette, quand même, on continue. Il faut regarder les besoins qu'ont les hôpitaux, par exemple. On a un Ondam, donc un taux d'augmentation des dépenses d'assurance maladie pour les hôpitaux qui aurait besoin d'augmenter un peu, et on nous répond qu'on ne peut pas l'augmenter à cause de ce fameux déficit budgétaire. Bref, il y a énormément, idem pour la recherche. On sait que la recherche française est sous-financée, c'est pour ça que les universitaires aujourd'hui sont en colère. Bref, il y a beaucoup de besoins dans la société française aujourd'hui qui se heurtent à cette affaire de critères de Maastricht, bien qu'en effet le président de la République ait dit que, après tout, c'était un vieux truc, c'est 3%, on est quand même encore dedans. Et il me semble que... quand même, pour revenir à notre débat sur la mondialisation, le néolibéralisme, etc., il me semble que ni gauche ni droite n'ont su réagir à cette mondialisation débridée. C'est-à-dire, on a quand même mis un temps fou. Il y a une grosse responsabilité de la gauche. Souvenez-vous de cette fameuse note, je vais encore recevoir des messages d'insultes, mais la fameuse note de Terra Nova de 2011, elle est quand même passionnante parce qu'on nous explique que la classe ouvrière, elle n'a plus les bonnes valeurs. Elle est devenue réactionnaire, en gros. Et donc, il faut se tourner vers d'autres électorats.
Mais si elle a plus les bonnes valeurs, c'est peut-être parce qu'on les a en effet abandonnées, on a laissé des pans entiers de notre pays se désindustrialiser et on n'a pas apporté les protections suffisantes. Donc moi, je suis pour continuer à raisonner en termes économiques et pas du tout en termes culturels. Ce qui pose la question effectivement du vote. Est-ce que les transformations du marché du travail, Philippe Askenazy, ont une incidence sur le vote et justement sur peut-être ce sentiment d'abandon des classes populaires vis-à-vis de la gauche ? Alors, personnellement, je ne suis pas politiste, donc c'est plutôt comme regard d'économiste du travail sur cette question-là. Ce que je constate, c'est plutôt au niveau des lieux de travail, une décomposition des collectifs qui a été une décomposition construite. Je suis toujours très impressionné, comme à titre d'exemple, fonctionnement de certains hypermarchés en France, où les horaires des personnels sont faits de telle manière que lors des pauses, il n'y a jamais les mêmes binômes ou trinômes ou quadrinômes en pause pour éviter que ce soit les mêmes personnes qui discutent des mêmes sujets communs. Donc il y a un usage, ce n'est pas la technologie en elle-même qui détruit les collectifs, c'est l'usage qu'en ont fait les acteurs capitalistes qui permet de détruire les collectifs. Et cette destruction des collectifs s'est vue aussi, et ça à travers le monde, de fait aussi par une baisse de la présence syndicale ou un affaiblissement syndical qui fait que la base même idéologique d'une certaine manière pour la gauche s'est effritée. Et je crois que lorsqu'il y a transformation du vote, c'est potentiellement aussi parce qu'il y a cette incapacité des différents acteurs de gauche d'arriver à reconstruire auprès de la population du monde du travail une compréhension commune et un programme en quelque sorte commun pour transformer le capitalisme. Et c'est d'autant plus en quelque sorte frappant que aujourd'hui, avec l'émergence des technologies de réseaux, les réseaux sociaux ou autres, on a a priori des outils absolument extraordinaires pour repenser à la fois l'action syndicale, l'action politique. Or, ce n'est pas saisi. Et donc, je crois que là aussi, c'est parce qu'il y a un abandon par un certain nombre d'acteurs qu'ensuite, l'électorat ne sait pas vers où se tourner. Je crois que si on regarde, puisqu'on parlait de la Grande-Bretagne, le cas du Labour qui a très très largement perdu les élections, si vous regardez le manifesto du Labour, les premiers points, c'est non pas des questions sociales, mais des questions environnementales. Alors on pourrait dire c'est par cela qu'il faut partir, mais de fait, vous avez la condition animale et le bien-être animal qui arrivent bien avant les aspects de salaire et les aspects de conditions de travail. C'est pour ça, Dominique Médac, vous pensez qu'il faut aborder d'abord les questions sociales avant les questions environnementales ? Je pense que si on ne traite pas la question sociale, on n'arrivera pas à entraîner l'ensemble de la population vers la reconversion écologique dont on a absolument besoin. Et je pense que cette reconversion écologique, elle est susceptible d'améliorer vraiment, je dirais presque qu'on peut avoir un triple dividende. La reconversion écologique, des créations d'emplois et peut-être, si on est malin, comme le disait Philippe Askenazy, repenser l'organisation du travail d'une nouvelle manière. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Dard, sur cet abandon des classes populaires par la gauche, classes populaires qui se seraient tournées vers le Front National, devenu Rassemblement National ? J'allais dire par la gauche, mais je dirais aussi par les droites gouvernementales. Je crois que de ce point de vue, les évolutions, alors pour le coup à l'heure du néolibéralisme de l'UDF et du RPR, leur prise de position de plus en plus distanciée par rapport à ce qui faisait leur héritage, en particulier des gaullistes, ne sont pas sans lien évidemment avec la montée en puissance du Front National devenu Rassemblement National. Cela étant, je crois qu'il y a effectivement un problème. Je reviens quand même à la question du populisme parce que je trouve que c'est aujourd'hui quand même un mot valise qu'on emploie, mais qu'on emploie souvent sans le définir et en oubliant complètement qu'il y a eu effectivement des populismes historiques en Russie,
aux États-Unis, en Amérique latine. Toute la question est de savoir dans quelle mesure ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, donc de Orban à Johnson ou à autre, a quoi que ce soit à voir avec ça, ou est-ce qu'il n'est pas au fond, finalement, la traduction contemporaine de mutations qui puisent directement leurs racines en Europe. Orban est au départ un libéral qui est en train de devenir un libéral autoritaire. Le Premier ministre hongrois. Où est la question du populisme là-dedans? Un populiste, pour moi, c'est Juan Perón en Argentine ou c'est Vargas au Brésil. On en est très loin. J'ajouterais, malgré tout, que ce qui est intéressant dans le cas du populisme, c'est que, d'une part, c'est devenu une insulte politique de la part de ses adversaires, mais plus intéressant, et comme souvent d'ailleurs en histoire, c'est devenu un terme que les acteurs s'approprient. Et effectivement, Marine Le Pen, elle, Jean-Marie Le Pen en son temps, mais surtout elle, a commencé à théoriser d'un certain point de vue ce populisme avec toute sa notion de peuple central. Et la notion de peuple central telle que la présente Marine Le Pen est extrêmement intéressante pour elle parce qu'elle lui permet effectivement de se poser au fond en représentante potentielle de larges catégories d'acteurs sociaux en laissant évidemment sur les marges les 1%, des minorités, etc. Mais être au fond le peuple de la majorité, eux et nous. Et je crois que s'il y a effectivement un point commun entre toutes ces populistes, j'allais dire, sous toutes les latitudes et sur un siècle et demi, c'est l'opposition aux élites et c'est l'opposition entre le eux et le nous. Et effectivement, dans la configuration que nous vivons aujourd'hui, je crois que les élites et l'attitude des élites, la sécession des élites dont je parlais, est de nature effectivement à laisser contre leur gré bien sûr, mais les populistes se développer. On peut souligner les outils auxquels ont recours un certain nombre de dirigeants qui se disent eux-mêmes populistes et qui s'appuient sur l'émotion, sur la dérision. Nicolas Bavray, qu'est-ce qu'on peut interpréter par rapport à cela ? Oui, mais là encore, quand on insiste sur l'émotion ou la dérision avec les leaders populistes, je pense qu'on sous-estime le caractère sérieux de leur projet. Donc, deux remarques rapides. D'abord, on a parlé du vote. Finalement, quand on regarde après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? On avait de vastes classes moyennes, un capitalisme régulé, un État-providence et des systèmes qui étaient des systèmes politiques bipartisans, avec parfois 2x2, mais ça permettait d'avoir des alternances et c'était stable, le tout sur fond de guerre froide. Aujourd'hui, tout ceci a été télescopé, on l'a dit, les classes moyennes ont éclaté, les partis qui étaient les partis bipartisans ont éclaté aussi. Alors, soyons concrets, on le voit en Allemagne aujourd'hui, CDU et SPD, ça fait 30% des voix. Aujourd'hui, on voit avec le dysfonctionnement des primaires aux États-Unis la perspective d'avoir un affrontement Trump-Sanders ou Trump-Bloomberg, que ce soit, on est complètement sorti du cadre habituel, en tout cas, du débat politique américain. Et par ailleurs, on a un retour de l'extrême droite dans des pays qu'on croyait tout à fait immunisés pour des raisons historiques, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne avec Vox. Donc cet éclatement, si vous voulez, avec l'éclatement de la classe moyenne, avec la montée de ces partis populistes, qui sont effectivement très divers, mais on a eu l'éclatement du système partisan et on a du coup... ça rajoute évidemment à l'impuissance de la démocratie. Juste un mot sur les solutions, parce que ça a été abordé. Alors, on va y venir aux solutions, simplement on va faire réagir Olivier Dard d'abord. Oui, alors simplement, si on prend l'AfD et si on prend Vox, je ne parle pas de l'AfD aujourd'hui, mais des débuts, elle est quand même lancée par quelqu'un qui s'appelle Goland, qui vient de la CDU. Pourquoi? C'est au fond une scission. Vox, ce sont des gens qui viennent du Parti populaire. Donc c'est quand même, c'est pas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les partis populistes aujourd'hui en Europe, ou ceux qu'on appelle les partis populistes, sont rarement, quasiment jamais, à part le mouvement 5 étoiles, qui d'ailleurs n'est même pas forcément un parti politique, des mouvements venus du néant. Ce sont, pour une part, des partis qui viennent en scission de partis de gouvernement existants. Donc ça renvoie à la question qui était posée par les gauches. Et sinon, ce sont des partis, parfois très anciens, qui vont trouver, comme les vrais Finlandais ou en Suède, etc., eh bien, le moyen de jouer sur la fibre, essentiellement d'ailleurs migratoire et anti-islamiste. Alors c'est en partie vrai, mais ça ne les rend pas moins dangereux. C'est pas parce que Fratelli d'Italia est un parti néofasciste qu'effectivement il y a eu des néofascistes. Mais d'abord, il y a un impact aujourd'hui qui n'était pas
du tout, puisque jusqu'à présent, c'était des groupuscules, et ce ne sont plus des groupuscules. Ensuite, ce sont des gens qui sont capables de réunir des voix, de pratiquer la violence, et par ailleurs d'inspirer éventuellement un terrorisme suprémaciste. Donc ça, c'est quand même des changements qui sont réels, et on est obligé d'en tenir compte. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis simplement que ça invite à questionner où est-ce que les partis de gouvernement se questionnent. Si affrontement entre classes sociales il y a aujourd'hui, on peut se poser la question de quelle classe il s'agit. On parlait tout à l'heure de la différence et du clivage entre une France urbaine et une France périphérique, tel que l'a décrit Christophe Guilluy, le géographe Christophe Guilluy. On peut aussi parler de la fracture entre les somewhere et les anywhere du journaliste David Goudart. Quels seraient les bons critères pour construire les hiérarchies sociales, Dominique Méda? Il y a évidemment la position dans le travail et par rapport au travail. On a quand même, bien qu'on dise que le chômage c'est fini, on a quand même un taux de chômage encore très élevé. Donc il faut absolument prendre en compte à la fois les chômeurs, pas avec la politique qu'on vient de développer récemment, puisqu'on couple l'indemnisation et le mal-emploi. Donc je pense que là, on a quelque chose à faire autour des personnes au chômage, en mal-emploi, tous ces auto-entrepreneurs qui sont exploités par des grandes plateformes, c'était le thème du livre que vous avez cité tout à l'heure, et qui sont en train d'être requalifiés. Mais donc, on a quand même aujourd'hui de grandes plateformes qui exploitent des gens et qui les sous-payent et qui ne payent pas leurs cotisations sociales. Donc ils font du dumping social par rapport à toutes les autres entreprises. Vous dites que la promesse d'autonomie n'a pas été tenue. Pas du tout. C'est-à-dire on a joué sur l'idée que le salariat, c'était très vilain, c'était très rigide, c'était très ennuyeux. Et donc, il fallait que chacun se mette à son compte et puisse, en gros, avoir toutes les libertés possibles. Et puis, alors, l'auto-entrepreneuriat était censé permettre cela. Et le travail sur les plateformes. Ce dont on s'aperçoit, malheureusement, c'est que ces travailleurs de plateforme, ils ont très, très, très peu d'autonomie, puisqu'ils se font débrancher par les plateformes. Ils voient le prix de leurs courses baisser. Et c'est pour ça que, donc, on a eu plusieurs procès retentissants là, ces derniers mois sur Uber et sur Deliveroo et sur Take It Easy, qui les ont requalifiés. Peut-être juste, puisqu'on parlait des solutions, et comme je vois que le temps tourne, moi, il me semble que quand même, un investissement massif dans à la fois la transition écologique et la réindustrialisation de notre pays serait quelque chose de très important pour réintégrer toutes ces classes populaires et ces personnes en mal-emploi dans la société. Vous diriez aujourd'hui, Philippe Askenazy, qu'on assiste à un retour du tâcheron avec cette idée que les tâches se multiplient, sont divisées à l'infini et la précarisation qui l'accompagne ? Oui, alors la précarisation certainement. Alors tâcheron, le problème de revenir sur tâche, c'est à nouveau voyez, on décompose le monde du travail, on dit qu'il est totalement décomposé, puis après le travail lui-même, on le décompose en petits morceaux. Et donc au bout du bout, c'est quelque chose qui quand même participe à aussi ce type de raisonnement, à l'éclatement du monde du travail. Mais effectivement, c'est ce qui veut être construit par une forme de fuite en avant du monde capitaliste. Il faut bien voir que tout à l'heure, Nicolas Bavrez parlait du fait qu'aux États-Unis, l'espérance de vie diminuait. Lorsqu'on essaie de comprendre cette diminution de l'espérance de vie aux États-Unis, il y a un point très important sur une population qui c'était une population qui travaillait, d'ailleurs essentiellement blanche aussi, qui travaillait de manière extrêmement dure, qui subissait ces transformations du capitalisme avec des revenus stagnants. Et cette population-là, elle est tombée, vous avez peut-être entendu parler de la crise des opioïdes dans le cas américain, mais elle est absolument massive et elle a expliqué finalement à la fois un effet sur la santé des personnes, des overdoses, des dégradations de santé, mais aussi un effondrement du taux de participation au marché du travail. Les Américains sont certes officiellement au plein emploi, mais on est revenu à un niveau de participation au marché du travail équivalent à celui des années 1970, où la problématique, c'était une participation insuffisante, plus faible des femmes. Aujourd'hui, c'est l'homme comme la femme, d'ailleurs plutôt blanche, parce que
les sociétés pharmaceutiques avaient visé les blancs qui étaient plus rentables d'une certaine manière que les noirs ou les asiatiques pour les droguer. Mais on voit bien la profondeur du malaise du capitalisme, qui n'est pas une particularité française et qu'on voit même dans les pays que l'on dit être au plein emploi. Alors tout cela m'invite personnellement pas à avoir un grand optimisme d'un point de vue de solution, puisque finalement le capitalisme, il se satisfait d'une situation où une part de la population voit sa santé se dégrader, il se satisfait de l'illibéralisme, et donc avec un capitalisme qui se satisfait de cela et qui tient les rênes, je ne vois pas comment on peut avoir de solutions simples, sauf à construire un vrai programme politique, ce qui échappe totalement à un universitaire comme moi, qui devrait être bâti. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus, Nicolas Bavret. Effectivement, le fait que le libéralisme ou l'ultra-libéralisme fait bon ménage avec des régimes assez autoritaires. Non, mais le fait qu'il n'y ait pas de solution simple, ça c'est certain, parce que les solutions simples, ce sont celles des populistes. Donc c'est l'idée qu'une idée simple et fausse marchera toujours mieux qu'une idée complexe et juste. Donc il n'y a sûrement pas de solution toute faite, il n'y a sûrement pas de modèle. Sur le diagnostic, je voudrais revenir juste un mot parce que c'est très important. Je pense que ce qui se passe, c'est pour ça il ne faut pas appliquer un modèle de lutte des classes. On est dans une situation qui est plus dangereuse. C'est une situation d'atomisation du corps social et du corps politique. Parce qu'il y a la dynamique des revenus, on en a parlé, et je suis le premier les inégalités, mais il y a derrière les communautés, il y a les problèmes d'identité, il y a les problèmes de génération, et ce qui se passe, c'est l'atomisation, et ça nous renvoie vraiment aux années 30. Donc ça, c'est le premier point qui est, me semble-t-il, très important. Quand on regarde ensuite les solutions, d'abord, il y a des endroits du monde démocratique où les choses se passent quand même mieux et où précisément on a réussi à la fois à maintenir à peu près le système politique traditionnel, même s'il y a quand même de l'extrême droite, notamment pour des raisons identitaires. Il y a la Suisse et puis il y a une partie des pays d'Europe du Nord. Donc l'extrême droite est présente, mais elle est plutôt contenue. Et par ailleurs, on arrive à avoir de bonnes performances économiques, une forte solidarité et un sentiment, une cohésion nationale qui résiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des difficultés. Mais donc ça montre quand même que c'est possible. Alors, il faudrait suivre l'exemple des pays du Nord. Non, ce que vous dites, il n'y a pas de modèle. Chaque pays ensuite a son histoire. Tout ce qu'on appelle les populistes sont effectivement très variés, donc il n'y a pas de modèle. Ce sur quoi il faut travailler, en revanche, ça me paraît très clair. Premièrement, comment est-ce qu'on réengage les citoyens dans la vie publique et dans les décisions ? Ça peut passer par la décentralisation. Ça a été rappelé, il y a peut-être une manière d'utiliser les nouvelles technologies de manière plus intelligente. Il y a l'enjeu du retour des corps intermédiaires. La deuxième chose, c'est qu'il faut un nouveau pacte économique et social. C'est là où je me différencie et je suis paradoxalement plus optimiste et peut-être en même temps plus pessimiste que Philippe Askenazi. C'est que je pense que le capitalisme lui-même ne tiendra pas très longtemps comme ça. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, un capitalisme qui génère très peu de croissance, des gains de productivité nuls, un maximum d'inégalités et 300 000 milliards de dollars de dette, et qui a un problème écologique par ailleurs majeur avec une rareté. Et si vous voulez, le capitalisme lui-même, on voit d'ailleurs très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, simplement le Keynes du XXIe siècle n'est pas encore là pour nous expliquer comment faire. Mais après tout, il arrivera peut-être. Ensuite, il faut prendre en sérieux les problèmes identitaires, il faut prendre au sérieux la montée de la violence et essayer de lui apporter beaucoup de propositions des réponses auxquelles on va faire réagir. Donc, Olivier Dard. Je voudrais entendre Olivier Dard sur cette question. Choses. Bah, espérons. Non, mais moi, j'ai pas évidemment de solution miracle. Simplement, je rebondirai sur deux choses par rapport déjà à ce que vous avez dit. La question de l'atomisation. Je pense que c'est effectivement un élément tout à fait fondamental. Mais là, excusez-moi de ne pas être d'accord avec vous, je pense que c'est tout à fait justement la différence avec les années 30. C'est que nous avons aujourd'hui, nous expliquons une montée en puissance de ces mouvements populistes, certes, mais ce ne sont pas des organisations de masse. Ça, c'est quand même extrêmement important. Même eux ne parviennent pas, si tant est qu'ils le souhaitent,
à constituer des grands partis politiques. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que les organisations, que ce soit des partis politiques, des syndicats, etc., sont aujourd'hui de moins en moins, rassembleuses. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Et j'ajouterais, je pense que tout ça d'ailleurs est lié à la question des réseaux sociaux, à l'individualisation des comportements, ça rend les choses effectivement encore plus compliquées que par le passé. C'est-à-dire qu'au fond, moi, ce qui m'inquiète probablement le plus, c'est au fond la recherche d'un destin collectif ou la possibilité d'un destin collectif. On parlait de Trump tout à l'heure. Moi, ce qui m'avait tout à fait fasciné dans sa campagne électorale, c'est au fond à quel point il utilisait Twitter, au fond se moquant totalement, alors et du Parti républicain qui ne voulait pas de lui, et de ce que pensaient les médias, etc. Il avait réussi au fond à nouer une relation tout à fait directe avec ses électeurs. Et à cet égard, je crois que la question, j'allais dire, d'un projet collectif, et là je vous rejoins par contre là-dessus tout à fait, c'est sans doute ce qui est le plus essentiel, mais ça pose aussi une véritable ou des véritables questions pour les élites. Ça veut dire qu'elles doivent effectivement prendre en compte les problèmes qui préoccupent un certain nombre de catégories, sauf que ce ne sont pas évidemment forcément les mêmes, mais je dirais qu'il y a au moins peut-être deux choses, puisqu'on parlait de ces catégories populaires, c'est quand même d'abord un minimum de considération. Et quand on entend un certain nombre de responsables politiques, j'avoue que je reste tout à fait pantois devant les formules qu'ils peuvent utiliser vis-à-vis de ces populations. Et deuxième élément, l'affirmation, au moins la recherche de protection. Et je suis extrêmement frappé d'observer à quel point aujourd'hui on constate une espèce de nostalgie pour la France des années 60 et 70. J'en parlais l'autre jour avec des étudiants, je leur dis écoutez, eux ont le sentiment, évidemment ils ne l'ont jamais vécu, mais c'est une espèce d'âge d'or. Je leur dis écoutez, la France des années 70 n'était pas un âge d'or, ne rêvez pas non plus, le confort des années 70 n'était pas celui que vous connaissiez, il n'y avait pas le téléphone, etc., dans toute une série de territoires ruraux. Ce qui rend les comparaisons effectivement assez complexes. Dominique Méda, vous avez pris plein de notes, est-ce que ce sont plein de solutions à nous proposer pour repenser le capitalisme? J'avais envie de dire deux choses un petit peu provocantes, c'est que à la fois le coronavirus et la crise écologique et la prise de conscience qu'ils entraînent sont peut-être une formidable opportunité. Une opportunité pour revenir sur la folie complète du capitalisme financiarisé qu'on a connu ces 20 dernières années. Parce qu'on se rend compte qu'on est complètement dépendant de ce qui se passe en Chine, qu'on a des longues chaînes de valeur de production qui sont absolument infernales. Et donc on voit bien que la raison, la sagesse, ça serait de démondialiser, de relocaliser, de recréer des emplois sur notre territoire, de s'occuper précisément de nos territoires avec les capacités des personnes qui sont, Philippe Askenazi l'a rappelé tout à l'heure, on a des niveaux d'éducation de plus en plus élevés. Donc là, on a, pour moi, on a un projet enthousiasmant devant nous. Si on arrive à le mettre en place, on doit aller très vite. On a 10 ans pour changer radicalement de direction, pour bifurquer. Et je pense que cette bifurcation, si on arrive bien à la faire, et si on arrête en effet de dresser ces pseudo-élites contre ce pseudo-peuple, j'allais dire, on peut construire un projet de société absolument formidable. Démondialiser, relocaliser, est-ce qu'il faut même aller jusqu'à la décroissance, Philippe Askenazi? Alors là, il faudrait définir ce que c'est que la croissance ou la décroissance. Non, je ne pense pas qu'il faille se mettre de toute manière dans une perspective de décroissance au sens de réduire la consommation, réduire l'accès à des biens ou à des services, sachant qu'une grande partie de la population, elle, est en demande et a besoin finalement de cet accès. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas penser une économie nettement plus carbonée, bien nettement plus respectueuse de la planète, de la nature, de l'avenir de nos enfants. Alors, pour rebondir sur ce que dit Dominique Méda, à la fois coronavirus et transition écologique, le risque d'une absence d'une offre politique que je qualifierais de gauche, entre guillemets, eh bien, risque de nous faire basculer encore plus dans une direction autoritaire. Puisque là aussi, il y a des raisonnements qui sont de dire, mais regardez, puisqu'on n'arrive pas à faire de manière
naturelle, la transition il faut un régime écologique, autoritaire il faut un pour régime réussir autoritaire pour la le faire. transition écologique. Et vous allez voir sur coronavirus, on peut tout à fait tenir, regardez le régime chinois, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce son autoritarisme sur la population, le contrôle de la population, etc. Et ça peut être une tentation qu'auront certains régimes en Europe pour asseoir leur pouvoir. Il est possible que tel dirigeant soit finalement très très content qu'on interdise les manifestations dans les prochains mois du fait du coronavirus. Alors comment on recrée et faire cette passer sa confiance politique. entre le peuple et les élites? Est-ce qu'il faut repenser ce fonctionnement Alors moi, de la je sais pas s'il démocratie, faut recréer une démocratie participative? Je ne sais pas s'il faut reconstituer une confiance entre élite et la population. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une offre politique qui nous sorte d'un choix entre d'un côté une extrême droite, j'emploie même pas les termes de populisme, une extrême droite ultra-identitaire et des tenants d'une politique économique néolibérale avec l'ensemble de ses conséquences. Donc c'est vraiment, je crois, ce qui nous sort, il y a une responsabilité énorme à la fois collectivement des intellectuels et de leaders d'une gauche, non pas pour faire venir la gauche au pouvoir, mais de changer en quelque sorte, de nous sortir de cette situation qui de toute manière ne nous permet pas de faire des réformes nécessaires du capitalisme. Je suis à la fois d'accord avec Dominique Bavray sur le fait qu'il va s'effondrer, mais à quelle date? En 2008, on disait il va s'effondrer très vite, il faut des réformes maintenant. Il n'y a pas eu de réformes pendant 12 ans, il ne s'est toujours pas effondré. Si ça dure encore 20 ou 30 faire ans, un tout autre débat voilà, sur ce sujet. Oui. En tout cas, on va finir sur une note positive qui est la vision de Dominique Méda, cette transition énergétique comme opportunité économique et peut-être politique. Un grand merci à tous les quatre, Dominique Méda, Olivier Dard, Philippe Askenazy et Nicolas Bavray, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Un grand merci. Merci.